Géraldine Barrault, bonjour. Bonjour Gilles. Bienvenue sur Radio Gaga 42, la chaîne YouTube qui vous fait parler. On va parler aujourd'hui de la région. On est ici à André-Giboutéon. On va parler de tout ce qui se passe un peu autour des Ramberts. On va parler de votre livre qui s'appelle Des bateaux et des hommes. La première question évidente, c'est comment est venue l'idée de faire un livre, de parler de cet endroit que vous connaissez bien? Alors tout d'abord, je suis pontoise, donc je ne saurais pas vous dire la première fois où j'ai entendu parler de ces Ramberts. En tout cas, ça fait très longtemps puisque c'est une ville, Saint-Just-Saint-Rambert, que j'habite depuis, depuis 8 générations et je voulais mettre en avant cette histoire. Alors j'ai commencé par utiliser mon métier, je suis muséographe au château de Boutéon, donc j'ai créé en 2018 une exposition qui s'appelait Des bateaux et des hommes pour raconter cette histoire. Exposition qui a eu un certain succès. Donc ensuite, la municipalité a décidé d'en faire une exposition permanente et aujourd'hui, dans les caves du château, il est possible de monter dans une Ramberte. C'était bien, mais c'était pas assez. Donc je faisais aussi partie de l'association Mémoire et Patrimoine Saint-Just-Saint-Rambert, dont je suis aujourd'hui vice-présidente, association qui tenait aussi à mettre en valeur cette histoire de la marine pont-rambertoise. Et de ce fait, en discutant un petit peu, on a décidé d'écrire un livre sur cette histoire pour vraiment donner toutes les infos que j'avais aussi pu trouver en préparant ces expositions. C'est un livre qui est destiné à quel public? On peut dire là aussi de 7 à 77 ans, plus aux hommes, plus aux femmes, pardon. Quel est le public visé? Et j'ai même l'impression, et quand on le voit et quand on le feuillette, on laisse un témoignage. Alors c'est vraiment un livre qui est tout public. C'est vraiment de la vulgarisation. Il reste pointu quand même, il y a toutes les informations, mais c'est un livre, quand vous l'ouvrez, vous allez voir tout de suite qu'il y a beaucoup d'images, que c'est écrit assez gros. Donc c'est un livre à lire pour tous, à offrir même aux plus jeunes. Je le conseille aux enseignants justement, parce qu'il est très facile avec toutes ces images d'aborder cette thématique. Et puis on peut piocher dedans très facilement, commencer à n'importe quel chapitre, revenir en arrière. C'est un petit format aussi. On peut l'emmener facilement sur les bords de Loire, par exemple, pour aller lire cette histoire à On l'extérieur. va remonter un peu dans l'histoire. Cette histoire, elle démarre à quelle époque à peu près? Alors, les toutes premières Rambertes, elles datent du tout début du XVIIIe siècle, vers 1705. Est-ce que le fait d'avoir amené le charbon ici à Saint-Just-Saint-Rambert, c'était dû au fleuve, hein? Je pose des questions dont j'ai les réponses, mais j'espère que vous allez les développer. Pourquoi ce lieu a été choisi, Saint-Just-Saint-Rambert? Bah, tout simplement parce que c'était le port de Saint-Just-sur-Loire était le plus proche des mines de Saint-Étienne. Avant, la Loire était pas du tout navigable. Après, c'était plus compliqué parce que au niveau des gorges de la Loire, au niveau de Roanne, il y a eu des gros travaux qui ont été faits pour rendre la Loire navigable. C'est des travaux qui étaient prévus depuis 1600. Ça a été très long de les mettre en place, mais on a réussi au début du XVIIIe siècle à rendre cette partie de la Loire navigable. Alors quand je dis navigable, c'était pas non plus de la navigation de plaisance, c'était quand même difficile. Il faut voir que au niveau du Saut du Perron, par exemple, qui est l'endroit le plus difficile, on faisait du rafting sur un bateau en bois de 30 mètres. Je sais pas si vous imaginez, mais c'était assez compliqué. Et chaque année, le nombre de bateaux variait un peu suivant les saisons, suivant la météo. Suivant la météo, effectivement, c'est un fleuve qui n'était navigable qu'une centaine de jours par an maximum. Et c'est toutes des entreprises, des sociétés de charbon de Saint-Étienne. Il y avait aussi, vous m'avez dit tout à l'heure en aparté, Roche-la-Molière, les environs, quoi. Alors en fait, les sociétés, c'était ce qu'on appelait les voituriers paros. C'est des grandes familles qui sont connues sur Saint-Just-Saint-Rambert, notamment. Il y avait la famille Berry-Labarre et puis la famille Mélémandard, qui étaient deux principales familles de voituriers et qui avaient, alors ils avaient acheté les mines, ils faisaient fabriquer les bateaux et ils s'occupaient aussi du transport des marchandises. La famille Mélémandard, notamment, c'est expliqué dans le livre, était assez connue pour ça. Il y avait trois frères, il y en avait un qui était à Saint-Just-Saint-Rambert, il y en avait un qui était à Roanne et un qui était à Paris et ainsi il faisait circuler ce charbon sur la Loire. On parle souvent entre villages de querelles de clochers. Il y avait la guerre un petit peu entre Saint-Just et Saint-Rambert. Est-ce que cette histoire les a réunis finalement? C'est ça qui est assez phénoménal. C'est deux petits villages, en fait, qui ont réussi à créer une marine. C'est 250 000 bateaux quand même qui sont partis sur la Loire en un siècle et demi seulement. Et on avait les charpentiers en bateau qui étaient à Saint-Rambert, qui étaient sur les bords de Loire de Saint-Rambert, qui construisaient donc ces Rambertes. Et de l'autre côté du pont, à Saint-Just, on avait les mariniers. Ces mariniers qui emmenaient les bateaux jusqu'à Roanne. Ils faisaient la partie la plus difficile du trajet et ensuite ils revenaient, mais les bateaux, eux, continuaient leur route. Et à Rouen, c'était un autre équipage qui prenait la main?
Voilà, c'est ça. C'était un équipage qui partait, qui allait jusqu'à Saint-Nazaire, jusqu'à Paris. Et donc, à Rouen, ils laissaient les bateaux et ils rentraient à pied, j'imagine. À pied ou en patache. En patache, c'était une sorte de petite diligence, très sommaire. Pour faire tous ces bateaux, on a pris beaucoup de bois de la région. Est-ce que ça a foncièrement changé le décor de ces deux villages? Alors, ça a changé le paysage, pas seulement de ces villages, mais de tous les monts du Forêt, en fait. Parce qu'on allait chercher de plus en plus loin, jusqu'à même en dehors du département, pour aller chercher ces grands sapins qui servaient à faire ces planches immenses, puisque une ramberte, c'est presque 30 mètres, donc on avait certaines planches qui faisaient cette longueur-là. Et on a créé une déforestation qui était énorme, hein. Il faut 10 arbres, tout simplement, pour faire une ramberte. On a 250 000 rambertes, le calcul est très vite fait. Et ce déboisement a créé aussi des catastrophes au niveau des inondations, puisque les pluies dévalaient les pentes, elles étaient plus arrêtées justement Par les arbres? par ces arbres. Et ça finissait par faire des crues qui étaient phénoménales, hein, celle de 1907 notamment, qui a détruit le pont Le pont? d'Andrézieux, est très connue. Et il y en a eu comme ça très régulièrement, parce que l'eau dévalait, et c'est ce qui a aussi créé la fin des Rambertes. Et vous me disiez tout à l'heure, pendant la visite au château de Boutéon, que des planches, on les retrouve encore aujourd'hui dans des caves à Paris. Oui, parce que lorsque les rambertes, elles remontent pas la Loire. Les rambertes n'ont pas de voile, elles sont mues uniquement par le courant. Les mariniers ont des bâtons de quartier pour les diriger, mais il n'y a pas de voile, donc elles ne vont jamais remonter la Loire. Ce sont des bateaux jetables. Lorsqu'ils arrivent à Paris ou à Nantes, ils vont être démontés et les planches vont être réutilisées, soit dans la construction, vont être brûlées. Certaines rambertes seront quand même réutilisées sur les trains de bateaux en Allège. C'est le dernier bateau des trains de bateaux qu'on voit à Nantes. Le titre du livre, c'est Des bateaux et des hommes, et on a un peu envie de se poser la question, où étaient les femmes? Alors les femmes, dans chaque port, j'ai envie de dire, mais c'est totalement ça. Les mariniers étaient quand même des hommes très costauds, des hommes qui gagnaient bien leur vie, donc ils avaient certainement beaucoup de femmes tout le long du chemin. Ce qui a tué ce métier, finalement, je ne sais pas si on peut employer le mot tuer, c'est l'arrivée du chemin de fer? C'est ça, l'arrivée du chemin de fer, au départ, l'a vraiment développé, parce que lorsque le chemin de fer, on le voit à l'aventure du train, si vous voulez voir toute l'histoire à Andrézieux, lorsque le chemin de fer arrive, il va complètement développer cette activité, parce qu'il va amener beaucoup plus de charbon, notamment au port d'Andrézieux, hein, qui est Andrézieux-Port, qui est le nouveau port qui a supplanté celui de Saint-Just-sur-Loire. Il y a énormément de charbon qui arrive, donc il y a beaucoup plus de rambertes qui partent. Sauf qu'à un moment, on s'est rendu compte que ces rambertes qui ne naviguaient que 100 jours par an, par rapport à des lignes de chemin de fer qui pouvaient permettre toute l'année, quelles que soient les conditions météo, d'emmener le charbon, eh bien, le calcul a été vite fait, et petit à petit, plus les lignes de chemin de fer se sont développées, et plus cette activité de batellerie a disparu. Et tous ces gens qui travaillaient dans ces milieux-là, ils ont été recyclés comment? Ils ont trouvé des emplois différents? Comment ça s'est passé là? Est-ce qu'on a des traces, on a des histoires? Il y a notamment beaucoup de passementiers. Je sais Passementiers? à Saint-Rambert-sur-Loire, à Saint-Just-Saint-Rambert, beaucoup sont devenus passementiers. Ils ont acheté des métiers dans leur maison. Vous avez beaucoup de grandes fenêtres. On a une étude justement sur la passementerie qu'on est en train de faire avec l'association Mémoire et Patrimoine là-dessus. Alors vous avez fait un gros travail de recherche, une exposition, vous aviez en main tout ce qu'il fallait pour faire un livre. Comment ça s'est passé ensuite? Vous avez cherché un éditeur? Comment on passe de l'exposition à du papier? Bah, l'éditeur était tout trouvé en fait. C'était le président de l'époque de Mémoire et Patrimoine Saint-Just-à-Rambert qui m'a demandé, qui m'a dit: «Est-ce que tu voudrais bien faire ce livre-là?» Et moi, ça m'a amusée. J'ai fait aussi la mise en page. J'avais les connaissances déjà, donc j'ai simplement fait une mise en page un peu fun, un peu sympa, à la manière d'une exposition, avec beaucoup de visuels justement, pour être sûre de parler vraiment au plus grand public possible. Je vulgarise, c'est mon métier. Est-ce que c'est un livre qu'on peut lire quand on est de la région ou alors n'importe qui peut le découvrir et peut s'intéresser à cette histoire? Alors n'importe qui peut le découvrir, hein. On a eu des commandes de personnes de Paris notamment, qui nous l'ont demandé. Il y a des gens qui s'intéressent à la marine de Loire tout le long de la Loire en fait. Il y a des gens qui sont passionnés par la question, et puis pour les gens du coin, c'est vraiment intéressant de connaître cette histoire, parce que c'est le début de la révolution industrielle. Le charbon stéphanois, c'est l'or noir qui a permis à Saint-Étienne de se développer, mais sans Rambert, cet or noir, il serait resté à Saint-Étienne, il n'y aurait pas eu la révolution industrielle. Il a fallu le véhiculer, comme on dit C'est ça. aujourd'hui. Comment on fait ensuite quand on a le livre entre les mains pour le faire connaître? Alors j'imagine qu'avec toutes les associations d'histoire dans la région, il y a déjà un réseau, Mmh. mais comment on fait pour aller justement chercher le grand public? Il faut aller faire des radios, il faut aller faire de la presse.
il faut prendre quelqu'un qui fait votre communication. Comment ça se passe pour faire connaître le livre? Des conférences, j'ai déjà fait une conférence à la Diana, j'en ai fait une à Saint-Just-Saint-Rambert, j'en ai une au mois de novembre avec Histoire et Patrimoine Saint-Étienne aussi. Donc n'hésitez pas, hein, je suis sur Facebook, vous retrouverez toutes les informations, que ce soit sur le Facebook de Mémoire et Patrimoine, de l'association ou le mien. Voilà, n'hésitez pas à aller voir dessus. Tous les publics que vous avez rencontrés, ils vous posent généralement toujours les mêmes questions. Il y a des questions récurrentes et il y a des questions peut-être un peu insolites parfois. Oui, il peut y avoir des questions insolites par rapport à ces personnages. Moi, c'est vraiment ce qui m'a intéressé. Il y avait des livres qui avaient déjà été écrits sur les Ramberts. Moi, je voulais parler des hommes aussi. C'est vraiment, et dans la conférence notamment, je mets vraiment en avant ces personnages que sont les mariniers, parce que voilà, ils ont une aura autour d'eux. Il y a des légendes aussi hein, autour des mariniers. Il y a plein d'histoires autour de ces personnages, et je pense que j'aurais vraiment aimé les connaître. Est-ce que c'est comme aujourd'hui, on déplaçait les foules ou alors plutôt les habitants d'autres territoires pour les faire venir travailler ici? Est-ce qu'il y a eu une sorte d'émigrés du travail des Rambertoises? Alors, au niveau des constructions, oui. Au niveau de la construction des Ramberts, il y a des gens qui sont venus de l'Allier, déjà, les tout premiers, pour nous aider à construire ces Ramberts. Parce qu'à Saint-Just-Saint-Rambert, on savait faire des petits bateaux de pêche, on savait faire à la rigueur des bacs pour traverser le fleuve, mais on savait pas faire ces grandes barques. Donc, il y a des gens qui sont venus d'Iguérande, notamment le premier qui a construit la Rambert, et puis beaucoup de gens de l'Allier, parce que dans l'Allier, on transportait déjà le charbon. Quelles sont les traces que vous voulez laisser avec ces témoignages du passé? On s'adresse aux générations qui viennent. Mmh. Quelle est la trace, quel est le lien que vous voulez partager avec ces générations qui arrivent? Ça fait partie de notre mémoire collective, cette histoire des Ramberts, et la mémoire collective, eh bien, si vous voulez, c'est un peu comme la mémoire personnelle. Si vous perdez la mémoire, vous êtes perdu, vous avez plus de racines, vous savez pas à quoi vous raccrocher. Donc je pense que cette mémoire collective, elle est importante à garder, elle est importante à transmettre aussi. Mais c'est vrai que c'est souvent rébarbatif, ce qu'on peut trouver dans les musées avec beaucoup de textes. Donc voilà, moi, mon job à moi, c'est vraiment de la vulgarisation. Je l'ai fait avec mes expositions dans le cadre professionnel. Et avec ce livre, je vulgarise de façon à ce que le plus grand nombre puisse s'intéresser. Donc n'hésitez pas, le livre, vous pouvez le trouver en vente un petit peu partout dans la région. Vous le trouvez à Saint-Just-Saint-Rambert, vous le trouvez à Andrézieux aussi, dans les petites librairies. Vous pouvez le trouver lors des permanences de l'association les mardis matins à Saint-Just-Saint-Rambert. N'hésitez pas, venez le voir, venez le feuilleter, et vous verrez que c'est un livre très facile d'accès qu'on a envie de partager une fois qu'on a lu cette histoire. Il y a des dédicaces, des salons qui sont prévus encore dans les mois qui viennent? Oui, il y en aura. Je serai notamment le 7 novembre. Une association dont je fais partie aussi, qui s'appelle La Ligère, qui regroupe toutes les associations historiques de la Loire, on en reparlera, fait un événement le 7 novembre à Saint-Rambert au Prieuré. Je serai là, bien sûr, pour faire des dédicaces. On a parlé du livre, on a parlé de l'histoire des Rambert et de ce coin où on est aujourd'hui. Vous fédérez aussi, donc vous venez de le dire, beaucoup d'associations. C'est quoi le but? C'est de transmettre aussi, c'est de faire connaître. C'est quoi toutes ces associations, c'est quoi finalement? Ne pas Outre la oublier passion de faire des recherches, de donner des infos. de trouver déjà, parce que Mmh. quand on cherche, c'est aussi pour trouver. Et une fois qu'on a trouvé, eh bien, c'est de transmettre. Avec Mémoire et Patrimoine, on fait des recherches sur l'histoire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert. On trouve aussi pas mal de choses sur le Forêt. Et le but, c'est vraiment que le grand public connaisse un petit peu son histoire, puisqu'on est tous ici des descendants de ces gens-là. Il y a énormément de gens qui ont des mariniers dans leur famille et qui ne le savent pas forcément. Donc on a noté le rendez-vous principal, c'est le 7 novembre. Oui, moi je vous donne rendez-vous le 7 novembre à Saint-Rambert au Prieuré. Et on y découvrira quoi? On va y trouver quoi? Énormément d'associations, on a toutes les associations historiques du département. Donc si vous aimez l'histoire, si vous êtes étudiant en histoire, si vous vous intéressez à l'histoire en amateur, passez nous voir. Il y aura des visites guidées, il va y avoir des expositions à visiter, des présentations, beaucoup de publications aussi. Plein de choses à découvrir sur le Forêt et sur la Loire. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. On a fait cette descente en bateau, si on peut dire. Mhm. Quand on est ici, en Andrézieux, à Saint-Just-Saint-Rambert, on a parlé du fleuve. On se tourne de quel côté? On se tourne plutôt du côté qui descend ou du côté qui monte sur Saint-Étienne?
Des 2 côtés, je crois que le fleuve a le fleuve a cette chance, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus vraiment navigable, mais c'est un fleuve qui est la colonne vertébrale de notre département et sans ce fleuve, l'histoire du département serait totalement différente. D'où le nom Liger, qui veut dire le fleuve le Loir, hein, C'est si je dis ça, pas de bêtises. en latin. C'est en quelle langue le Liger finalement? En latin. C'est du latin. Mmh. Et on dit, pour être complet sur le sujet, on dit les Alti-Ligériens, c'est les gens qui habitent en La Haute-Loire. Haute-Loire et les Ligériens, ce sont ceux qui habitent la Loire, c'est Tout à ça. fait. On a fait le tour. Ouais. Géraldine Barrault, merci beaucoup Merci et Gilles. puis à très bientôt. Oui, à bientôt.